Aujourd'hui à Jeune Culture, on parle d'Antiquité. Michel Girard, tu es propriétaire de Art et Antiquité Portneuf. On est ici dans ta boutique de Portneuf et tu fais de la restauration de meubles anciens, d'antiquité. Tu fais aussi de l'art populaire, donc on a toutes sortes de choses ici dans la petite boutique. La restauration de meubles anciens d'abord, c'est quoi ta démarche à travers ça? Premièrement, lors de l'achat d'un meuble, il faut regarder, il y a une analyse à faire du meuble. Ça fait que je regarde les clous. Les clous nous donnent la datation du meuble. Là. Les clous de forge, c'est 1830 environ. Ensuite, le clou carré, ça peut être de 1880-90. Ensuite, il y a eu l'avènement du clou rond. Notre clou moderne d'aujourd'hui. Donc, on détermine d'abord l'âge de la pièce. Oui, pour sa valeur, pour aussi sa valeur d'achat et de revente, naturellement. Ensuite, je regarde, moi, les couleurs qui sont appliquées sur le meuble. Ensuite, le bois. Le bois, c'est important. Moi, je suis spécialisé juste dans le meuble de pin. De pin ou de bois mou. Là. Pourquoi le pin? Par nos ancêtres, le pin était facile à travailler, puis à assembler, naturellement. Ça fait que c'est la raison principale. OK. Donc, c'est quelque chose qui nous dit que c'est plus ancien ou que c'est authentique? Oui, les premiers meubles québécois, là, c'était en pin, en général, ou en noyer. Le noyer était utilisé aussi. OK. Puis dans la boutique ici, les meubles les plus anciens qu'on peut trouver, ça ressemble à quoi? Ce petit coffre-là est à toute forge. C'est ma plus vieille pièce ici, là, pour l'instant. Mais j'en ai eu, mais il y a un roulement qui se fait aussi. Oui, c'est sûr. Puis quand on parle de restauration, qu'est-ce qu'on entend par restauration, en fait? Est-ce qu'on repeint? Est-ce qu'on bricole des planches ensemble pour les recoller? Comment ça fonctionne? Bien, souvent, les meubles qui ont traîné dans des hangars ou dans des places humides, dans des granges, le bas est souvent attaqué par l'humidité, en fin de compte, puis il y a une pourriture qui se forme souvent. Là. Une établie comme il y a ici, qu'on voit, les pattes étaient pourries en partie peut-être quelques centimètres là, de pourri. Ça fait qu'il faut quand même restaurer cette partie-là. Puis dans les meubles, disons, de pin, on regarde, souvent il manque quelques planches au fond, où ils ont été sciés dans un coin. Là. Michel, comment tu fais la sélection des meubles que tu choisis pour la boutique? Il faut qu'ils soient intègres à peu près à 80 %. Quand il y a trop de modifications, ben, le meuble perd beaucoup de valeur. On peut faire des retouches avec du bois de la même époque. J'ai une petite réserve de bois d'une centaine d'années, 150 ans, du pin. Ça fait qu'on peut tailler des pièces puis les remplacer. Puis souvent aussi, ce qui arrive, c'est qu'un meuble il a été appuyé contre un mur. Puis souvent, ils l'ont peinturé plusieurs fois. Puis sur le côté, il est resté la couleur d'origine. Ou il n'y a pas de couleur du tout. Ça fait que là, j'harmonise en mettant une couleur sur le côté qui n'a pas de couleur, en fait, compte. Des fois, on va chercher une couleur ancienne sur un meuble, parce qu'il a été peint et repeint plusieurs fois. Oui, c'est ça. Ça fait que des fois, il peut y avoir 30 couches de peinture dessus. Puis les dernières couches, ils ont mis des peintures à l'eau, souvent, par-dessus la peinture à l'huile. Fait que là, c'est plus facile d'aller chercher de belles couleurs anciennes. Quand je l'ai acheté, elle était cette couleur. Un petit verre... Une espèce de verre forêt. Ouais, un verre chaloupe. Oui, verre chaloupe, oui, c'est vrai. Puis là, je l'ai gratté, mais juste la couleur supérieure. OK. Fait que ce qui donne un beau fini, c'est les couleurs anciennes, mais qui donne un beau fini quand même. Oui, c'est ça. Donc, on vient rechercher des couleurs anciennes sans non plus enlever complètement la couleur. C'est ça. Parce que cette peinture-là était assez facile à enlever, mais en dessous, il y avait des belles peintures plus solides. En fait. Puis, bon, il y a une autre portion à ta boutique, il y a aussi la portion art populaire. Dans tes passions, ça vient avec. C'est quoi ta démarche en art populaire? On sait que dans plusieurs villages, on a encore des artistes d'art populaire, moins qu'avant, mais quand même, ça faisait partie des traditions dans Portneuf. Toi, tu refais vivre un petit peu cette tradition-là. C'est venu tout naturellement. Puis j'ai commencé, j'étais enfant, puis je jouais beaucoup avec de la pâte à modeler, ce qu'on appelait de la plasticine à l'époque. Je sais pas, ça dit mon âge. Fait que c'était de la pâte à modeler, mais avec beaucoup d'huile dedans. OK. Ça fait que je faisais plein toutes sortes de petits objets, comme ça. Puis à un moment donné, il y a eu les études, puis là, le temps a passé. Puis le travail, puis là, j'ai commencé à travailler, j'ai pris un cours en menuiserie. Puis ensuite, j'ai fait quelques années dans différentes entreprises de menuiserie, d'ateliers.
Puis ensuite, j'ai été embauché au musée. C'était pas le musée à l'époque, c'était le site historique La Pulperie à Chicoutimi. Puis il est venu une exposition du musée de la civilisation, justement, qui s'appelait Artefact Foubrac. Oui, oui, je l'ai vu cette expo-là. C'est une très bonne expo, ça fait longtemps. Là, les techniciens du musée et moi, on l'a monté dans les murs de la pulperie. Puis là, ça a fait comme wow. OK, une espèce de révélation. Les formes, les couleurs. Puis là, j'ai commencé à sculpter. J'ai donné je donnais ça en cadeau. Mon frère, j'ai donné une truite, des choses comme ça. Puis là, j'ai vu que le monde s'intéressait. J'ai commencé à en faire un peu plus assidûment. Puis là, j'ai des commandes maintenant. Là. Je suis malheureux. Puis j'ai des commandes, j'ai des collectionneurs, des gros collectionneurs qui commencent à m'acheter de Montréal, j'en ai de Québec, en tout cas, j'en ai d'un peu partout, du Saguenay aussi. OK, donc ici, vraiment, art et antiquité Portneuf, on est dans tes deux passions. Oui, exactement. Oui. Merci beaucoup, Michel, d'avoir été avec nous. De rien, ça fait plaisir. Deschambault n'aurait sans doute pas le même visage sans les combats de Jean-Marie Dussault pour la sauvegarde de son patrimoine bâti. Au début des années 50, le vieux presbytère, datant de 1815, est menacé de démolition. Pour préserver le bâtiment, M. Dussault devient locataire et y installe son atelier-boutique. Quelques années plus tard, il réussit à convaincre Gérard Morissette, secrétaire de la Commission des Monuments historiques du Québec, de l'urgence de le restaurer. Le vieux presbytère obtient alors un premier classement qui justifie d'entreprendre d'importants travaux de maçonnerie. À l'occasion du 250e de la paroisse en 1963, il ouvre ses portes au public avec une exposition qui attire 1500 personnes en 15 jours. Un succès qui permet de fil en aiguille de faire entrer le vieux presbytère sous la protection de la loi sur les biens culturels du Québec. Dans la même foulée, M. Dussault collabore à la sauvegarde du moulin de la Chevrotière et de la salle des habitants. Sans les efforts soutenus de M. Dussault, plusieurs bâtiments identitaires de la municipalité n'existeraient que sur quelques photos anciennes. Frédéric Ouellette est copropriétaire d'Antiquités Deschambault. Et cette boutique-là a une histoire assez hallucinante. Ça fait vraiment longtemps, c'est une institution, en fait, au village. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu l'évolution de l'entreprise? Oui, je vais raccourcir l'histoire parce qu'elle pourrait être longue, mais c'est Jean-Marie Dussault, natif de Deschambault, qui a parti le magasin dans le vieux presbytère à côté de l'église en 1953. C'était déjà un passionné d'antiquité. Puis lui, quand on se remet en 1953, pas qu'il était avant-gardiste, mais c'était pas commun là, de faire commerce là-dedans. Puis il a fait ça quelques années dans le vieux presbytère avant d'acheter la bâtisse où on est présentement, qui était abandonnée quand il l'a acheté. Après ça, il a construit un entrepôt à l'arrière avec des matériaux récupérés. Parce que Jean-Marie, conservateur, récupérateur, quand il y avait des maisons à démolir, il récupérait les matériaux, les clous, il les décrochissait, il reprenait tout. Il a commencé la construction de l'entrepôt pour mettre de l'inventaire, les meubles. Puis les meubles, à l'époque aussi, les pianos étaient populaires, les harmoniums. Oui, ça a beaucoup changé, là. On s'entend que... Ça a évolué beaucoup. Oui, c'est ça. Puis il y avait beaucoup les poêles aussi, les poêles de fond. Fait qu'il a construit ça en plusieurs phases. Là, présentement, elle a 100 pieds de long, l'entrepôt, par 3 étages. Je crois que la dernière phase s'est faite dans les années 80. Ici, là, présentement, ça regroupe les petits objets, mais il mélangeait les objets, les meubles. À l'époque, il vendait beaucoup à des Américains. Les Américains, dans les années peut-être 70-80, venaient commercer ici, acheter ici. À la suite de ça, ça a évolué. Les meubles de pain se vendaient beaucoup moins cher dans ces années-là. Il y avait... aujourd'hui, on retrouve des choses qu'on ne retrouvait pas à son époque. Dans les années 90, ça a continué. C'était vraiment, là, on retrouvait peut-être un peu plus proche que ce qu'on retrouve aujourd'hui. Puis en 97, le magasin a fermé le dimanche. C'était une histoire pour peut-être aller à la messe, là, M. Dussault. Oui, c'est ça. Puis Marc, mon beau-père, s'était présenté au magasin pour acheter une antiquité. Puis, il est arrivé au magasin, le magasin fermé un dimanche. Je dis, mon Dieu, c'est spécial. Communiqué avec Jean-Marie. Puis, je crois qu'il s'est représenté la semaine.
discuté avec Jean-Marie là, de tout ça, mais Marc, à la base, avait aucun lien avec les antiquités, n'était pas dans le domaine. Puis, il venait justement de vendre sa compagnie qui était dans l'entretien d'immeubles. Donc, rien à voir. Il avait juste restauré une vieille maison. Puis, il arrive ici, discute avec Jean-Marie. Puis, Jean-Marie, à l'époque, peut-être avait une cinquantaine d'années, proche 60 ans. Puis, il disait, moi, je t'ai amené peut-être un peu. Tu sais, c'est pas évident de commerce au détail toute sa vie. Même s'il est toujours aussi passionné des antiquités, le commerce, il voulait passer à autre chose. Il y a une passation qui s'est faite, là. Finalement, Marc et Violette ont décidé d'acheter le commerce en 1997. Avec Jean-Marie a continué un peu avec eux parce que là, c'est un apprentissage là, énorme. Colossal, bien c'est ça, là, le métier d'antiquaire. Là, on tombe dans quelque chose où, surtout quand on regarde un peu, là, il y a de tout. Là. Puis est-ce qu'on peut arrêter d'apprendre, justement? C'est comment on fait pour devenir antiquaire? Toi, ça fait 8 ans que tu es dans l'entreprise. Exact. Est-ce qu'il y a un moment où est-ce qu'on sent qu'on est à l'aise avec les objets, avec l'histoire de tout ce qu'on a ici dans la boutique? Ça progresse tout le temps. Ça évolue, je pourrais dire, mais on vient avec une base un peu dans tout. Comme Violette, elle, quand elle a commencé, elle est rentrée dedans, elle lisait des livres le soir, elle regardait, mettons, elle était beaucoup dans la vaisselle. La vaisselle était beaucoup populaire dans les années 90. Puis là, elle s'est spécialisée là-dedans. Je dirais qu'encore aujourd'hui, elle a des connaissances, même si elle n'est plus vraiment dans le commerce. Elle a les connaissances, puis c'est vraiment, moi, c'est mon mentor dans ces domaines-là, la vaisselle, les choses comme ça, les petits objets. Puis, dans le fond, moi, j'ai appris petit à petit. Je me suis spécialisé dans les meubles avec Marc. J'ai commencé par les meubles, peut-être plus facile à apprendre. Mais grosso modo, à chaque année, moi, ça fait 8 ans, puis à chaque année, là, la mode évolue. Il faut suivre, il faut évoluer, les prix varient. Il y a des choses qui se vendent moins bien, des choses qui se vendent mieux. Mais c'est ça s'apprend pas, c'est sur le tas. Oui, à force de parler aux clients, les gens, j'imagine, racontent des histoires en lien avec les objets. On apprend à rencontrer des gens, mais aussi à rencontrer peut-être d'autres antiquaires. Quand vous allez récupérer ces objets-là, est-ce qu'il y a aussi une histoire qui vient avec? Oui, bien, c'est une petite communauté. Ça a commencé... les antiquaires, il y en avait peut-être un peu plus dans les années 70-80. C'était peut-être l'âge d'or de l'Antiquité. Aujourd'hui, ça suit la mode, je pourrais dire. On vend beaucoup de petits objets. Les meubles sont un petit peu plus difficiles à vendre, parfois parce que les meubles sont vraiment gros. Les gens n'ont pas nécessairement l'espace pour rentrer des aussi gros meubles. Frédéric, effectivement, la mode évolue beaucoup. C'est un magasin qui est presque centenaire, ou en tout cas pas loin. Les gens se sont intéressés à différents objets. On parlait des meubles dans une certaine époque, maintenant les objets plus petits. Toi, personnellement, est-ce qu'il y a des choses qui t'intéressent le plus ou qui te passionnent le plus dans la boutique? Oui. C'est sûr que nous, dans le magasin, on a à peu près toutes les classes d'époque. On a des meubles rétro, on a des meubles... On essaie d'avoir le plus vieux possible. Puis, je dirais là, que plus on vieillit, plus on touche à des meubles qui s'en vont vers le 150 ans, qu'on est capable de connaître la provenance, de qui il l'avait, la famille, de quelle région. Là, on commence à tomber avec des histoires plus larges, puis ça devient intéressant parce que là, je pense que c'est peut-être Marc et Violette qui m'ont peut-être fait aimer ça, parce qu'à la base, j'aimais ça, les pancartes de Coke, j'aimais ça, la publicité, tout ça, mais... Quand on recommence à tomber dans des affaires aussi vieilles avec l'histoire, là, même si je suis jeune, tu vois, c'est peut-être le fait d'avoir de quoi d'aussi vieux qui est attrayant, là. En général, c'est dur de tout aimer, là. On connaît un peu tout, on a des coups de cœur. Comme les gens, quand ils viennent au magasin, ont des coups de cœur, que ce soit dans la vaisselle, les vieux outils, dans les vieux jouets, mais aussi dans les meubles. C'est vraiment une caverne d'Ali Baba chez Antiquité Deschambault. Merci beaucoup, Frédéric. Ça fait plaisir.